Bonjour Emmanuel. Bonjour Henri. Comment allez-vous? Vous paraissez en forme là. Non, je suis très en non colère. Bon. Moi, je suis très en colère. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah ben, je vais vous expliquer. Alors, je vous explique une affaire fiscale pratiquement terminée. Donc, on va avoir 15 ans de vie, là, vous voyez, avec ces trois choses, 15 ans de vie. Je vais vous expliquer rapidement. Vous allez, comme ça, on peut faire comprendre au plus grand nombre comment fonctionne le fisc. Alors, pour vous expliquer ça, il faut que je remonte un petit peu, parce que c'est une histoire familiale, il faut que je remonte un petit peu dans ma famille. Donc, mon père est né en 1900. Donc, vous voyez, on est en 2014, donc à nous deux, nous avons fait plus d'un siècle. Il est né en 1900, et donc, après la guerre, à l'arrivée à la guerre, il avait 40 ans. Et donc, il avait déjà une partie de sa vie professionnelle faite, et quand il a continué, il a travaillé jusqu'aux années 60, et il n'a jamais pris d'assurance. À l'époque, c'était pas obligatoire, donc il n'avait pas d'assurance pour la maladie, il n'avait pas de caisse de retraite. Il n'avait pas de sécu, il n'avait pas de retraite. Rien. Voilà. Donc, il décède en 76. Entre-temps, moi j'arrive d'un deuxième lit. Il avait eu une première famille, si vous voulez, avec des enfants, 3 garçons, dont un qui a été fusillé par les Allemands, un qui a été malade et qui est décédé, un troisième. Ils ne se sont pas très bien entendus, donc il s'est retrouvé inactif vers 60 ans, et il est décédé en 1976. Quand il est décédé, donc il était marié avec ma mère, et elle-même n'avait donc ni assurance ni retraite. Aucune ressource. Aucune ressource. Donc je suis venu aux besoins de ma mère jusqu'au moment où elle est décédée en 97. Donc pendant 20 ans, je me suis occupé des assurances, d'avoir une assurance volontaire pour ma mère et de lui donner de quoi vivre tous les mois. Alors, ils avaient à tous les deux construit une maison à 7. C'était le seul bien de ma mère, qu'elle a d'ailleurs pieusement conservé, puisque j'étais le fils unique et donc seul héritier. Alors cette maison, je vous la montre, la voilà. Donc elle a été, je ne sais pas si on la voit très bien, donc vous voyez, c'est une maison qui est sur un terrain qui faisait 6000 m² à l'époque. À flanc de colline. Et cette maison, voilà, dans un terrain aride, un terrain qui n'avait aucune valeur, puisqu'à l'époque, en 1955, quand elle était faite, ce terrain avait été payé 2500 francs. Donc ce terrain... 6000 m² donc pour 2500 francs. Oui, oui, donc ça n'avait aucune valeur. Oui, absolument. Alors si vous voulez, c'est ce que vous paieriez peut-être aujourd'hui la même surface sur le plateau du Larzac, c'est à peu près ça, ou dans la Creuse. Voilà. Donc personne n'en voulait. La maison est ordinaire, puisqu'elle a été faite en 1955, à une époque où il n'y a pas beaucoup de matériaux, on sort de la guerre, donc voilà. Donc voilà l'objet du débat. Cette maison, elle se présente... alors, c'est le carré jaune, c'est le carré jaune. Voilà, physiquement, ça se présente comme ça. Donc, la maison, c'est le carré jaune. Le terrain de la maison, c'est tout, au départ, c'est tout ce qui va là, y compris alors donc le jaune, les deux bleus, et ici le rouge. Au départ, on a donc... Ce qui est important, c'est ça, voilà, c'est l'allée. Voilà, on a une sortie sur une rue ici, et on avait une sortie ici, mais quand ma mère est décédée, ce terrain a été revendu. Donc on ne l'a plus, et nous n'avons plus que ces deux terrains-là, et le jaune, les deux bleus et le jaune, qui en fait ne font qu'une seule propriété. Le cadastre a mis 3 numéros, mais ça fait qu'une seule propriété. Et donc il n'y a qu'une seule sortie possible, c'est par cette rue-là. Voilà, donc ces deux parcelles-là, en fait, sont inconstructibles. Très bien. Donc, on ne peut pas les séparer, les vendre quelqu'un d'autre, puisqu'il n'y a pas de sortie. Non, voilà, c'est impossible. Voilà. Donc, je fais ma déclaration de succession. Ma mère décède en 97. Je fais ma déclaration de succession et j'estime cette propriété sa valeur par rapport au marché, sachant quand même que c'est mon métier. Donc, je mets une vraie valeur, la vraie bonne valeur. 2 ans plus tard, je reçois un redressement. Une notification de redressement. Mais très importante, de plusieurs millions. De francs, considérant que ces 2 parcelles de terrain sont constructibles et sont donc évaluées à des sommets absolument extravagants, et on me réclame les droits de succession sur ces 2 parcelles. Vous imaginez, j'éclate de rire. Bien sûr, on éclate toujours de rire au début. Voilà, j'éclate de rire. Je me dis, mais quand même, ils sont gentils, mais bon, ils ne savent pas ce que c'est un terrain constructible. Je me dis ça. Bon. Et donc, je réponds en disant, ben non, les terrains là ne sont pas constructibles, vous ne pouvez pas me taxer sur des terrains constructibles qui ne le sont pas. Donc nous sommes là en 97, il est passé 2 ans, on doit être en 99. Et puis je me dis, l'affaire va s'arrêter là. Il n'y a pas de raison, ils ne sont pas constructibles, c'est mécanique. Non, pas du tout. Ben, pas du tout, bien sûr. L'affaire ne s'arrête pas là, donc j'explique ça donc, dans le recours gracieux, on me répond, non, nous on considère que c'est constructible. Et on rentre dans un système où les agents
du fisc commence à mentir. C'est-à-dire il commence à trouver ici au bout là qu'il y a un terrain, qu'il y aurait un chemin qui en fait n'existe pas. Donc il commence à inventer, à truquer la réalité. Je les poursuis pour faux, parce qu'ils falsifient la vérité. Moi j'obtiens un certificat d'urbanisme comme quoi les terrains ne sont pas constructibles. Malgré ça, je les poursuis, je perds systématiquement, et l'affaire dure qu'à un cas, comme ça, donc elle va durer jusqu'au mois d'avril de cette année, où nous arrivons en appel. Donc 18 ans, grosso modo. 18 ans. C'est ça, mais c'est normal, ça, c'est une gestation normale pour un dossier fiscal. Alors pendant ces 18 ans, on me demande plusieurs centaines de milliers d'euros, évidemment. On a pris des hypothèques sur mes biens, on a coincé mes affaires. Que du classique. On me fait des ATD sur mes comptes, que etc. Du classique, ça, oui. Bien. Rien de nouveau sous le soleil. Et on arrive donc à la cour d'appel de Montpellier. La cour de Montpellier, on y passe donc le 25 mars. Là, on est reçu, 3 magistrats. Donc vous êtes passé là. On est passé. D'accord, 25 mars voilà. 2014. Voilà. Et là, les magistrats nous disent ah ben oui, effectivement, ils reconnaissent que les terrains ne sont pas constructibles. Celui-là, là, oui, effectivement, il n'est pas constructible. Celui-là, non plus, il n'est pas constructible parce qu'effectivement, il n'y a pas de sortie. Oui, les terrains sont pas constructibles. Donc vous avez gagné. J'ai gagné. Ça, c'est fantastique, mais ça. à ce moment-là, il y a quand même une des magistrates qui dit Néanmoins, voilà. il semblerait. Vos terrains ne sont pas constructibles, mais quand même, ils ont une valeur, parce que là, vous comprenez, aujourd'hui, alors effectivement, vous voyez, ça c'est la situation, donc, comme je vous l'ai montré, en 1995. Et là, voilà comment ça s'est passé. Maintenant, là, c'était en 2000. Hein. Alors la maison que vous voyez ici, elle est là, on ne la voit plus. Elle est là. Alors évidemment, depuis, ça s'est construit, depuis, ça a pris à peu près 500% de valeur. Mais 500% de valeur par rapport, non pas à 1955, parce que ça on ne peut même pas calculer, mais 500% de valeur par rapport à maintenant, à 97. C'est-à-dire entre le décès de ma maman, de ma mère, et aujourd'hui, les terrains, les maisons, tout, à 7 ont pris 500%. C'est-à-dire que ça s'est multiplié par 5. C'est-à-dire en 20 ans. À partir du moment où vous avez la succession à maintenant, effectivement, ça a pris 500%. Oui, voilà. Mais au moment de la succession, il n'y avait pas ces 500%. Non, non, bien voilà, sûr. C'est ça. Au moment de la succession, la valeur que j'avais indiquée était la bonne, et je l'avais d'ailleurs fait ensuite confirmer par le cabinet Galtier, qui est un cabinet d'expertise qui est connu dans le monde entier, qui avait dit, oui, effectivement, ce terrain n'a pas de valeur, si j'ai bien compris, valeur de jardin. Vous gagnez, mais il réactualise la valeur du terrain, non pas en 1997, mais au jour d'aujourd'hui. Oui. Donc en fin de compte, vous avez gagné sans gagner, tout en gagnant. Ah mais non, mais c'est surtout que c'est complètement scandaleux, parce que, si vous voulez, au moment où je passe au tribunal, parmi les 3 magistrats, il y en a une qui, je suppose, doit avoir son petit mur des camps à elle, chez elle, parce que je suppose qu'elle est au syndicat, qui dit tout simplement « Ah, mais vos terrains ne sont pas constructibles, mais vous allez quand même vous débrouiller à faire un immeuble pour vos enfants. » Enfin, c'est pas constructible, point. Là, je ne vais pas faire un immeuble pour les enfants, c'est pas constructible. C'est comme ça. Donc, si vous voulez, c'est hallucinant qu'on puisse dire ça. Et alors, donc, ils me disent, finalement, ils recalculent, ils recomparent ces 2 terrains à des terrains constructifs, c'est-à-dire ils les comparent à la valeur de celui-ci qui a été vendu, et ils les comparent à la valeur d'un délaissé ici, en zone constructible, qui avait été chiffré par les services fiscaux. Donc, ces 2 terrains reconnus non constructibles, ils vont les recomparer à des terrains constructibles. C'est-à-dire qu'ils vont m'obliger à re-engager une action, évidemment, à la Cour de cassation, que bien sûr, je vais gagner, parce que c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des magistrats de la Cour d'appel? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment des magistrats, comment ils peuvent dire, oui, les terrains ne sont pas constructibles, comment ils peuvent mettre 17 ans pour arriver à conclure que les terrains ne sont pas constructibles, et tout d'un coup se laisser happer par une valeur qui n'est pas la valeur d'il y a 17 ans, aujourd'hui, en disant on va quand même lui prendre une petite louche là, parce que voilà, on va voir. Oui, non, alors, cette affaire, pourquoi je voulais vous la... Parce que si vous voulez, dans cette affaire, on a les 2 choses principales qui sont la terreur et la cupidité, et qui sont la marque de fabrique du fisc. Alors, pourquoi la terreur? Alors, parce qu'il faut que je explique maintenant pourquoi il y a eu ce redressement. Au moment où ma mère décède, nous sommes en 97, je suis dans un conflit terrible avec une société qui s'appelle la Massif,
et avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Vendier. Si jamais il regardait ce blog, je le salue ici, parce que c'est un homme avec qui j'étais en grand conflit, mais pour qui j'ai une profonde estime, parce que c'était un type bien. Mais en fait, le conflit était d'une violence terrible, il m'a saisi tous mes comptes, il a essayé de me tuer, il n'y est pas arrivé, on a fini par faire la paix après. Bon, mais à ce moment-là, donc, c'était très difficile, il saisissait mes comptes, il se battait vraiment très violemment, et donc j'avais mis toute ma trésorerie sur le compte en banque de ma mère. Donc quand elle décède, 2-3 jours avant, quand on me dit, ben, vous savez, votre maman, dans 2 jours, elle sera décédée, ben, j'enlève cet argent de son compte, parce que sinon après ça va être bloqué pendant un certain temps. Et le fisc, donc, un an après, me dit, ben, vous avez sorti de l'argent, vous avez pris de l'argent à votre mère, à son décès, donc vous devez payer les droits dessus. Alors j'explique, je dis, mais attendez, excusez-moi, mais c'est mon argent, voilà pourquoi je l'avais mis, je leur dis, est-ce que je vous dis là, voilà pourquoi je l'avais mis, voilà les motifs, voilà les raisons, voilà ce qui s'est passé, c'est mon argent. Votre mère n'avait aucun revenu, voilà. n'avait eu... Aucun revenu, voilà. C'est facilement prouvable. Je prouve tout et je dis, voilà, bon, la personne qui me demande ça me rappelle, insiste, alors ça me met en colère. Et je lui dis, mais écoutez, enfin, vous êtes complètement abruti ou quoi? Bon, enfin, je ne suis pas gentil, je lui dis un peu... Parce que c'est lassant, le harcèlement. Et donc, cette brave dame, qui est au petit niveau, n'est pas contente que je me sois révolté. Et donc, elle le dit à son chef. Et là, le chef, c'est une bonne femme, dont je ne me rappelle plus le nom, qui était la femme d'un ophtalmo ici. Ça remonte à 17 ans. Oui, c'était la femme d'un ophtalmo qui était une femme riche, hein, qui faisait ça par vice, hein, qui aimait les redressements par vice. Hein. Et là, donc, je suppose qu'elle lui dit, mais attends, celui-là, on va le, comment dire, on va l'allumer. Oui, j'allais dire le niquer, non, ça se dit pas ça. Non, on va l'allumer. On va l'allumer. Et donc, elle sort de son tiroir cette histoire de terrain. Et à partir de là, quand elle s'aperçoit qu'elle s'est trompée, elle fait venir toute la hiérarchie derrière. Je vais me retrouver avec toute la hiérarchie jusqu'au plus haut niveau. Et ça va même entraîner, si vous voulez, la suite probablement des autres contrôles fiscaux. Donc voilà. Donc c'est la terreur, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui rouspète, rien que rouspéter, rien de plus. On va vous montrer qu'on ne rouspète pas avec le fisc. Parce que si on rouspète, paf, on est mort. Parce qu'ici on rigole pas, c'est la Stasi multipliée par 150. Donc voilà ce qui se passe. Ça, c'est la terreur. Et ensuite la cupidité, où c'est qu'on la trouve la cupidité? Mais la cupidité, on la trouve chez les magistrats eux-mêmes, qui disent, mais il faut qu'ils payent. Parce que dans la tête de cette magistrate qui doit avoir son mur des comptes chez elle, qu'est-ce qu'il y a, c'est celui qui est riche qui paie pour que nous on puisse vivre. Il faut que le riche il paie. Et moi tout d'un coup je suis devenu riche, mais moi je suis pour rien. Ça a pris 500%, c'est pas de ma faute. Non mais de toute façon là au jour d'aujourd'hui vous n'êtes pas riche. Mais non, mais je suis pas riche. Ah ben non, mais en plus si vous voulez c'est pas une richesse, c'est ma maison de famille. Ceux qui regardent le blog ont peut-être vu la petite vidéo que j'avais mise il y a une semaine où on a été ramasser les œufs de Pâques dans le jardin. Donc si vous voulez c'est ma maison de famille, c'est là que j'étais jeune adolescent. Mes enfants l'ont toujours connu, mes petits enfants y viennent. C'est notre maison. Alors, si mon père l'avait construit, je sais pas moi, en Lozère, ben, elle serait en Lozère. Il l'a construit à 7, elle est à 7. C'est pas de ma faute si cette maison a pris cette valeur. J'ai aucune raison, parce que cette maison a pris cette valeur, de me voir déplacer. Et puis alors qu'on aille me mettre, sous prétexte que j'ai plus les moyens d'avoir cette maison, que je suis pas riche, on va aller me mettre dans un pays pour ailleurs. Mais moi, c'est là que j'ai mes attaches, c'est là que j'ai ma vie. Bon, bref, donc, à ce moment-là, si je comprends bien, on voit se dérouler ce qui est le système fiscal français dans toute sa splendeur. Voilà. Rien de nouveau sous le soleil. C'est en fin de compte, vous vous rebellez. Enfin, vous vous rebellez parce que vous dites mais non, c'est pas possible, c'est une telle injustice. Je vais pas me laisser tondre comme ça. Et à ce moment-là, vous mettez le doigt dans l'engrenage et vous êtes cuit. Voilà. En fin de compte, c'est ça. Et vous avez une machine, absolument. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. 18 parce que, si vous ans voulez, donc de procédure. Voilà. Qui vous donne raison, oui, et vous avez quand même la facture à payer. Non, mais ça, c'est magique. On reconnaît que vous avez raison, que le contrôle était basé sur des éléments faux, hein, que donc le fisc reconnaît qu'il a falsifié la situation, le tribunal le reconnaît, que vous avez été emmerdé pendant 17 ans, vous devriez avoir un dédommagement. Moi, je trouve que j'aurais dû recevoir, je sais pas moi, peut-être 50 000 euros de dédommagement, parce que on vous a bousculé, on vous a épuisé pendant 17 ans. Ah ben non, rien. Plus que ça, parce que si on compare, par exemple, maintenant qui est l'aune classique en France, à l'aune tapis, qui lui a eu 47 millions d'euros de dommages moraux, bon, bah vous, et ça n'a pas duré, je crois, 20 ans. Donc, à mon avis, vous devriez demander plus que 50 000 euros, hein, quand même. Enfin, de toute façon, je n'aurais rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut que il y a peu de gens,
il y a peu de gens qui ont la possibilité matérielle et comment dire, l'entrain pour aller au bout du bout comme ça. Et dans cette année, je vais en sortir d'autres parce que c'est d'autres qui vont arriver au bout. Mais quand on va au bout du bout, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que, en fait, un petit mensonge, une situation d'une grande simplicité, est compliquée volontairement par le fisc, qui fait des mémoires qui font 50 pages. Pour dire quoi? Pour dire rien, pour absorber le mensonge dans un discours basé sur une jurisprudence complètement évanescente, un code donc ça c'est le langage fiscal. Voilà. Ça, le langage fiscal. Ils ont un langage fiscal, en fait, pour des choses simples, et ils peuvent mentir impunément parce qu'ils se retranchent derrière son langage fiscal, et au bout d'un moment, la complexité est telle que plus personne ne va voir derrière. Et que les conseillers, les avocats fiscalistes, etc., participent à cette complication. Et si vous restez accroché sur la simplicité, vous arrivez à faire admettre sa simplicité, peut-être, là c'est le cas, mais au prix d'un résultat 18 ans. Zéro. 18 ans d'abord, et résultat zéro. Et puis 18 ans, hein. Bon, ça aurait dû être solutionné en 8 jours, oui. Ça a mis 18 mais ans. Mais oui, ça aurait dû être solutionné en 8 jours, exactement, ouais. C'est tout à fait ça. Ouais, oui. Si ces gens étaient honnêtes, qu'ils se soient trompés, après tout... Tout le monde peut se tromper. Voilà. Bon, je ne sais pas le cas parce que ça a été volontaire, ça a été vraiment une saloperie volontaire, mais admettons, ça aurait été une erreur. Ça aurait été l'agent de bonne foi, dit oulala, là il y a un grand terrain, bon, tac, je vais le redresser. Pourquoi pas? Bon, mais à ce moment-là, on envoie son explication, on dit bon, voilà ce qui se passe, et puis ça s'arrange. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, si vous voulez... Oui, enfin, c'est l'exemple typique, de toute façon, d'un redressement fiscal qui est injustifié. Voilà. Que ça soit sur des terrains, que ça soit sur autre chose, quand c'est injustifié, c'est injustifié. Et alors, voilà. Et la difficulté, si vous voulez, c'est toujours cette histoire que le fisc fait croire qu'en réalité, mais il est ouvert, et qu'il accepte facilement ses erreurs, que en fait, c'est pas un problème tout ça. Oui, ça, c'est la propagande. Complètement. Ça, c'est la propagande. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais parler de ça aujourd'hui parce que, bon, d'abord c'est tout à fait récent et puis je trouve que c'était... alors j'espère que ça vous a pas... que c'était pas trop compliqué. On parle littérature là un petit peu? Je ne sais pas s'il nous reste du temps. Ouais, 3 minutes. 3 alors minutes. Allez-y. Moi j'en ai pas pour longtemps. Alors, ça, théorie contre l'impôt, ça c'est magique. Alors ça c'est magique parce que c'est un livre qui recueille les avis contre l'impôt de très grands penseurs, qui a été préfacé par M. Reichmann, qui a été préfacé... Alors ce livre est âgé, hein, la préface date à 14 ans. Et vous verrez... Il est toujours d'actualité. Complètement. Voilà. Et alors c'est peut-être désespérant pour Reichmann, parce qu'on sent que c'est juste avant, c'est au début de l'Europe, on sent qu'il a des espoirs extraordinaires, et notamment l'espoir de ne plus tomber sous les fourches de l'URSSAF, etc. Et on sait que ces espoirs n'ont jusqu'à présent pas été satisfaits. Alors il arrive peut-être au bout là, parce que ça a l'air de bouger un peu, mais c'est pas sûr. Hein. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Et alors le deuxième, donc théorie contre l'impôt, vraiment je vous le conseille. Et alors le deuxième livre dont je voulais vous parler, ça s'appelle L'Emprise. Alors ça c'est pas du tout pareil, ça c'est un livre technique, celui-là est un livre technique, et ça c'est un roman. Alors L'Emprise c'est un roman. C'est mon amie libraire Françoise qui me l'a donné. Je lui dis bonjour si elle regarde le blog. Et alors ce roman est magique. Alors le garçon qui a écrit ça, donc qui s'appelle Marc Duguin, c'est un bon. Hein. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un livre dans les arcanes du pouvoir. Et du peu que j'en ai vu, mais j'en ai vu un peu quand même, je peux vous dire que c'est exactement comme ça. Alors c'est extraordinaire. Ce livre est extraordinaire parce que les personnages, tout est comme ça. Alors c'est Véreux et compagnie hein, quand même. Hein, c'est le pouvoir. Oui, mais c'est quand même, ça vous prend. C'est un beau livre. Hein, c'est un livre tout à fait intéressant. Alors voilà, je vais juste vous parler d'un livre qui s'appelle Le déclin de Rome et la corruption du pouvoir. Alors c'est un livre quand même qui donne un peu mal à la tête, mais par contre, puisque moi j'adore l'Empire romain, je suis un passionné de l'Empire romain, et je me suis toujours demandé pourquoi l'Empire romain, en fin de compte, s'était écroulé comme ça. Alors, il y a des explications, tout le monde y allait, les barbares, la pression, patati patata. Bon, mais ça ne me satisfaisait pas. Donc j'ai lu ce bouquin-là, et donc je vais juste vous lire un petit peu. Analysant le fonctionnement des institutions et des centres de décision, il montre à quel point la corruption, pot de vin, extorsion, concussion, encouragée par la
perversion du droit, la multiplication des fonctionnaires et l'isolement de l'empereur a miné la notion même de pouvoir. Bon, préparant la voie inéluctable de sa destruction. Ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, c'est tout à fait actuel, parce que la France se retrouve à l'heure actuelle exactement dans la même position de la fin de l'Empire romain. Voilà. Oui, sauf que nous, on a déjà perdu nos colonies. Oui. Donc on n'a plus que la cité. Oui, on a perdu l'Empire, on n'a plus que la cité. Bien, eh bien écoutez, nous vous disons à bientôt. On reviendra vers vous la semaine prochaine. Et puis on organisera nos salades pour le mois prochain. Oui, il va falloir quand même préparer nos salades. Voilà. Allez, à bientôt, au revoir. Au revoir.